Bon, eh bien bonjour à tous ou bonsoir, je fais cette vidéo un petit peu en retard par rapport à la fin de l'année 2016. Voilà, je sais que beaucoup de gens ont déjà sorti sur leur chaîne leur top de films de l'année 2016. Moi je le sens un petit peu en retard parce que j'avais encore des films que je voulais voir qui étaient sortis en 2016 mais que je n'ai pu voir qu'une fois en janvier parce que j'avais pas le temps tout simplement, mon emploi du temps était assez chargé. Voilà, et j'ai voulu faire cette vidéo donc pour deux choses. Premièrement parce que comme les vidéos que je fais sur la chaîne Écran Noir sont assez écrites, voilà, ça me plaisait bien de me dire que je pouvais commencer à parler un petit peu de manière assez libérée. Donc en improvisation totale les amis. Improvisation totale. Et comme je vais principalement parler dans mes vidéos forcément de films un peu anciens, ou alors même des... Je parlerai de films des années 2000, mais pas de films qui nous sont contemporains. Voilà, c'est un bon moyen de vous faire découvrir plein de films actuels. Comme ça, vous aurez un peu conscience de ce que j'aime regarder, ce que j'aime voir. Il y a quand même pas mal de films dont j'ai parlé sur ma page Facebook, donc vous allez évidemment en retrouver certains dans ce top. Il faut savoir quand même que je suis un gros consommateur de cinéma. J'ai ma carte UGC limitée et cette année, je suis allé voir 72 films je crois, que je listerai après à la fin de cette vidéo. J'imagine bien que la plupart d'entre vous n'ont pas le temps ni forcément l'envie d'aller voir autant de films au cinéma, donc justement cette vidéo elle n'est pas du tout pour dire regardez ça c'est mes films préférés, mais c'est plutôt pour vous inciter à voir les films qui sont dans cette liste. Comme ça vous pourrez faire votre choix vous-même, mais grosso modo c'est le même principe que les vidéos de nos plus grands films, c'est de vous faire découvrir certains films auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Et un de ces quatre, quand vous aurez vraiment envie de vous regarder un film, que vous savez pas trop quoi regarder, vous regardez les tops d'écran noir et voilà, vous pouvez piocher là-dedans. Donc j'espère que cette liste vous plaira une fois que vous l'aurez vue. Donc voilà, j'ai mon magnifique cahier dans lequel je collectionne toutes mes superbes places de cinéma. Voilà, donc depuis 2009, l'année où je suis arrivé à la fac. Alors avant de commencer ce top, il y a bien évidemment des films que je n'ai pas pu aller voir et que je regrette de ne pas avoir pu voir, tout simplement pour des questions d'horaire et de temps. Donc je vous les donne maintenant, sans en parler vraiment en profondeur. Donc dans ces films que j'aurais beaucoup aimé voir, il y a Anomalisa, Captain Fantastic, Sing Street, j'en oublie un, mais je vais l'afficher parce que j'ai oublié le nom, mais voilà, il me le donnait très envie. Donc malheureusement ils ne seront pas dans mon top, même si on en a beaucoup parlé. Donc avant de rentrer dans mon top 10 à proprement parler, il y a quand même quelques films dont je peux vous faire la petite présentation, qui valent quand même le coup, qui sont sortis cette année, mais qui n'ont pas eu assez d'atouts pour rentrer dans mon top 10. Alors dans ces films qui ne sont pas dans mon top 10, mais qui sont quand même de grande qualité, on a deux films d'animation japonais, Anna et Alice, et Le Garçon et la Bête, tous deux très bons au niveau de leur personnage, il y a beaucoup d'émotions, petite préférence quand même pour Anna et Alice qui arrivent à dépeindre et à créer des personnages vraiment hyper réalistes. Ensuite on a le film de Michael Moore, Where to Invade Next, qui va vous faire apprendre plein de choses sur l'Europe et les différentes lois dans les pays d'Europe. C'est Michael Moore qui décide d'envahir l'Europe et d'aller récupérer autant de bonnes idées qu'il en trouvera pour les ramener en Amérique. La comparaison entre Europe et Amérique va vous faire découvrir plein de trucs sur l'Europe et aussi va vous faire complètement perdre foi en l'Amérique, qui sont eux complètement perdus à tout jamais. Ensuite on a Kubo et l'armure magique. Alors il est pas dans mon top parce que je l'ai vu malheureusement en VF, j'ai pas eu le temps d'aller le voir en VO. Je pense que ça a bien saboté mon expérience de ce magnifique film d'animation. L'animation est complètement dingue, c'est de l'image par image, ça c'est vraiment fou, enfin, ça vaut vraiment le coup de le regarder je pense. Ensuite on a Spotlight, un film qui dépeint le milieu du journalisme. C'est des journalistes qui enquêtent sur un scandale de pédophilie aux États-Unis qui se répercute évidemment dans le monde. Et c'est ce côté un peu simple de la réalisation qui n'est pas fade mais qui l'empêche un peu d'atteindre ce statut d'œuvre vraiment cinématographique. Mais vraiment ça vaut le coup Spotlight, c'était une très bonne surprise. Et ensuite au pied du top on a le dernier Jason Bourne. C'est dommage qu'il soit pas dans le top. C'est un super thriller, j'étais super content de retrouver Matt Damon dans ce rôle titre. C'est juste qu'à la fin on a deux résolutions de pistes scénaristiques qui se font l'une après l'autre, alors que si elles avaient été mélangées en une seule, ça aurait rendu le tout encore un peu plus intense. Voilà mon avis sur Jason Bourne. Ah, on rentre dans mon top 10. Donc, numéro 10. Mademoiselle de Park Chan-wook. Alors moi je suis un grand fan déjà de cinéma coréen et notamment aussi de Park Chan-wook qui, vous connaissez peut-être, a fait le film Old Boy. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Mademoiselle, étonnamment, je crois que c'est le film que j'aime peut-être le moins de lui. Mais il est quand même dans mon top 10, donc c'est vous montrer la qualité de son travail. Il avait fait le dernier film, c'était Stalker, un film qui se passait en Amérique avec des acteurs américains.
qui était vraiment excellent. Le thriller de Mademoiselle est passionnant, très intéressant, bien tordu et bien pervers, mais un petit peu en dessous de ce que je trouve il a l'habitude de faire. Il se retrouve quand même dans mon top 10 des meilleurs films de 2016. Ce qui tire un petit peu ce film vers le bas, c'est le fait qu'il soit séparé en chapitres. Et ça, c'est une très mauvaise idée, je trouve, dans le cinéma, parce que quand vous êtes au chapitre 2, vous dites combien il reste de chapitres, et quand vous y arrivez le numéro 4, quand vous y arrivez le numéro 5, vous avez l'impression que ça n'en finira jamais, et ça étire donc le film en longueur. Après, le film est d'une très grande qualité, les actrices sont super, je critique vraiment pour la forme, mais ce film est absolument magnifique. Numéro 9. Je suis vraiment ravi d'avoir pu le mettre dans ce top, j'ai ri du début à la fin. Numéro 9 donc, The Nice Guys, un film avec Russell Crowe et Ryan Gosling qui sont absolument merveilleux. Ce qui est aussi super dans ce film, c'est la relation entre Ryan Gosling et sa fille, qui est une petite gamine qui est beaucoup plus mature que son père. Et même si des fois cette relation est un petit peu lourdingue ou un petit peu too much, le film est vraiment tellement drôle et tellement bien réussi. Voilà, vous leur pardonnez tout à ces films-là. Il est vraiment excellent et je pense que c'est une des meilleures comédies de cette année. C'était l'éclat total dans la salle, tout le monde était en fou rire et c'est super de pouvoir partager des moments comme ça au cinéma. Numéro 8, Ma vie de courgette. Ma vie de courgette, c'est un film d'animation français qui mélange des thèmes très sérieux comme les enfants abandonnés, orphelins, comment ils vivent et ils appréhendent le monde de l'orphelinat, qui est vraiment un monde assez dur, avec c'est couplé avec beaucoup d'humour. C'est un petit peu humour noir, mais pareil, super moment dans la salle de cinéma, comme The Nice Guys, tout le monde était mort de rire. Au début du film, je vous spoil un peu, mais c'est pas très grave, c'est la première scène du film, Courgette, donc le héros éponyme qui s'appelle Courgette, voilà, c'est très drôle, il tue sa mère sans faire exprès en la faisant tomber dans l'escalier. Et je vous jure, c'est vraiment filmé de telle manière que c'est très humour noir. Et les gens pouffaient de rire tellement c'est inattendu et tellement c'est surprenant. Et tout le film est comme ça. Les gamins sont trop mignons, on sent qu'ils ont vécu des choses horribles. Mais voilà, c'est cette petite combinaison entre petite touche de bonheur et un passé vraiment horrifique qu'on ressent sur chacun des personnages qui fait vraiment le charme et la qualité de ce film. Par exemple, on a la petite Alice qui fait des crises de panique. Oui, ça me fait encore rire. Elle fait des crises de panique quand elle se retrouve dans des situations stressantes. Et cette gamine a toujours des cheveux qui lui cachent la moitié du visage. Et à un moment, quand il y a une petite nouvelle qui arrive, elle lui enlève ses cheveux comme ça. Et on voit qu'elle a une immense cicatrice sur l'œil. Et du coup, la surprise est drôle et en même temps très triste. Voilà, c'est ce mélange-là hyper bien dosé qui, moi, m'a vraiment impressionné. Et aussi, tous les personnages ont des super personnalités, ce qui, pour moi, est vraiment une prouesse dans le milieu de l'animation. Numéro 7. Et bien vous voyez, j'ai bien fait de continuer à aller au cinéma en 2017 pour voir les films de l'année 2016 parce que ça m'a permis de voir Your Name. Your Name, c'est un film d'animation japonais qui parle d'une belle histoire d'amour entre deux jeunes adolescents. Ça paraît très simple comme ça. Mais, les images sont absolument magnifiques. J'adore l'ambiance et l'opposition entre la grande ville de Tokyo, je crois que c'est Tokyo, et la petite ville de campagne dans laquelle habite l'héroïne. Comme dans Ma vie de courgette, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que tous ces personnages qui sont des personnages animés, ils ont des vraies personnalités hyper complexes, hyper riches. On arrive vraiment à capter leurs émotions, on arrive vraiment à capter qui sont ces personnages. Petite merveille, Your Name, qui parle d'assez loin parce que c'est une histoire d'amour et j'avoue que j'ai souvent beaucoup de mal avec l'histoire d'amour. Au cinéma, j'ai toujours peur que ça tombe dans le kitsch, dans un peu l'outrancier. Alors que là, c'est tout juste, c'est parfaitement dosé, et c'est ce qui en fait mon film d'animation japonais préféré de cette année. Numéro 6, Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, c'est un biopic qui parle d'un scénariste très connu à Hollywood, qui pendant l'époque de la chasse aux sorcières, où les communistes étaient traqués à Hollywood pour leurs idées, s'est mis à écrire des scénarios de plein de chefs-d'œuvre, comme Spartacus, sous un faux nom. Et donc il a été récompensé sans qu'on sache que c'était lui. Bref, je vous garde un petit peu de mystère dans ce film, qui est porté avec brio par l'acteur Bryan Cranston, que vous connaissez probablement pour son rôle dans Breaking Bad. J'ai un gros problème, moi, avec les biopics. Généralement, ça donne lieu à des réalisations hyper fades, où on se dit que la vie de la personne est tellement passionnante que ça va emballer le spectateur, ça va complètement suffire au film, alors que pas du tout. Alors que là, j'ai marché complètement. C'était brillant, la réalisation est super. Ça donne lieu à des situations complètement rocambolesques, ce film, où voilà, le méchant c'est John Ford, qui est pro-armes, hyper nationaliste. Je pense que ce film me parle particulièrement parce que, bien évidemment, je suis un grand fan de cinéma, et je pense que vous pourrez quand même mieux l'apprécier si vous connaissez les films dont il est question. Mais, ça peut vous faire découvrir ces films, et deux, je crois vraiment que le film se suffit complètement à lui-même, il ne faut pas du tout être un connaisseur de cinéma pour l'apprécier. C'était une petite merveille, je vous invite vraiment donc à le regarder, pour une fois qu'il y a un biopic qui casse vraiment la baraque. Ensuite, numéro 5.
Juste la fin du monde. Alors ça c'est le film sur lequel j'aime bien un petit peu rager parce que mon admiration pour les œuvres de ce type est proportionnelle au dédain que j'éprouve envers Xavier Dolan. Donc petite parenthèse, je trouve vraiment que c'est le schéma type du jeune réalisateur talentueux à qui la renommée monte complètement à la tête. Voilà, chaque fois qu'il parle et qu'il ouvre la bouche, j'ai envie de l'encoller tellement il m'est insupportable ce type. Mais son œuvre est vraiment impressionnante. Et pour arriver dans ce top 5, il fallait que juste la fin du monde, ce soit quand même d'une très grande qualité. C'est un film génial qui a réussi à me faire apprécier la performance de Marion Cotillard et de Léa Seydoux. Et ça, pour le faire, il faut quand même vraiment y aller. Je vous le cache pas, alors que je déteste ces actrices et généralement leur interprétation, là vraiment il les a complètement réinventées, il leur a fait faire des choses qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de faire, et c'est génial. Tous les acteurs sont géniaux et ils portent vraiment ce film avec brio. Je vous spoil pas l'histoire, c'est un drame qui est basé sur une pièce de théâtre apparemment très connue que malheureusement je n'ai pas lue. Donc on sent quand même que dans les dialogues il y a un matériel de base qui est hyper solide, mais comme je le disais, les acteurs vont crever l'écran de manière magistrale. Il y a tellement de choses qui sont dites sans être dites à voix haute dans ce film, c'est magnifique. Et Xavier Dolan, je trouve qu'il a un super parti, un super choix de réalisation qui est de filmer quasiment tout son film en gros plan, ce qui est hyper anxiogène et ce qui vous met vraiment dans l'état d'esprit de son personnage principal qui est joué par Gaspard Ulliel. C'est top, c'est magnifique. Et malgré les crises urticaires que déclenche Xavier Dolan chez moi, je lui souhaite bon vent et j'espère vraiment qu'il va continuer à faire des films de cette qualité-là. Numéro 4, alors là on commence à arriver dans du lourd. Moi, Daniel Blake, c'est le film de Ken Loach qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes. Et effectivement, après avoir vu tous les films qui sont passés à Cannes, si le choix m'en avait été donné, bon je suis pas juré à Cannes, mais si j'en avais eu la chance, je crois effectivement que j'aurais donné la Palme d'Or également à Ken Loach. C'est un film magnifique, hyper réaliste, mais qui reste néanmoins une fiction, mais qui va vous retourner le cœur. Si ce film est aussi haut pour moi dans la liste, c'est parce que je crois qu'il peut vraiment parler à tout le monde. Il y a un aspect quasi documentaire dans le film, même si c'est une fiction, qui parle grosso modo du pôle emploi anglais. Et le film parle donc de personnes qui sont marginalisées et qui sont mises au banc de la société parce qu'elles ne se sont pas adaptées assez rapidement au changement de la société. Et il y a une scène dans le film, et ceux qui l'ont vu, je pense que j'ai même pas besoin de la citer pour que vous compreniez de laquelle je veux parler. C'est une scène qui m'a vraiment déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur parce que c'est une fiction, mais ce que vous voyez, vous savez que c'est vrai. Vous savez que ça a existé, vous savez que ça a déjà dû se passer comme ça. Et voilà, je remercie vraiment Ken Loach de nous mettre ça sous le nez. C'est un film choc qui permet de réveiller un petit peu les consciences, de vous rappeler qu'il y a des choses horribles qui se passent dans nos sociétés, notamment qui concernent les personnes les plus pauvres qui sont complètement laissées pour compte. Je crois qu'il faut saluer des personnes comme Ken Loach et son travail qui se permettent de poser des regards sur justement des personnes complètement minoritaires dont on n'a pas l'habitude de parler et dont on a tendance à détourner le regard quand on les a vraiment sous les yeux. Alors c'est pas du tout funky, hein. Vous allez pas vous taper le cul par terre en sortant de la salle comme The Nice Guys, mais c'est des films qui sont importants parce qu'ils vont vous montrer une autre dimension du cinéma et une autre dimension de nos sociétés. C'est pas très clair comme je le dis, mais bon, les acteurs sont super, les gamines sont trop chou, et rassurez-vous, la déprime du film sera proportionnelle à l'enthousiasme qu'il va provoquer chez vous. Numéro 3, c'est un petit peu particulier parce que ce sont deux films ex aequo. Voilà, je voulais pas mettre deux films ex aequo et au final je n'ai plus que mes résoudre, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Donc mon premier numéro 3, c'est Les 8 salopards de Quentin Tarantino. C'est un huis clos brillant dans la neige. Je vais commencer tout de suite avec le côté un petit peu négatif, c'est que les 30 premières minutes avant que tout le monde arrive dans la cabane dans la neige, c'est un petit peu chiant. Voilà, exit ça. C'est un huis clos entre une dizaine de personnes, je crois, et tout le but est de savoir qui est le traître parmi toutes ces personnes. Les acteurs sont super, c'est extrêmement drôle quand il faut. Le film est très long, hein, je crois qu'il dure près de 3 heures, mais on les voit pas passer. C'est une maîtrise totale du huis clos, j'ai pas grand chose à dire dessus, vous allez retrouver tout ce qui vous plaît chez Tarantino. Le côté gore, le côté très drôle, et le côté dialogue magnifiquement écrit et plein de tension. Et donc le deuxième film qui est en troisième position pour moi, c'est un peu particulier, mais c'est Jodorowsky's Dune. Dune de Jodorowsky. Donc vous voyez qu'avec cette magnifique affiche que j'ai posée là, que je suis complètement possédé par ce film. Et pour vous dire à quel point, c'est qu'on me l'a offert 2 fois à Noël. Voilà, je crois que les gens avaient bien compris que j'étais complètement fan. Donc Jodorowsky's Dune, c'est un documentaire qui parle du projet qui n'a jamais abouti de Alejandro Jodorowsky, qui voulait adapter le livre
Dune, un très très grand classique de science-fiction au cinéma. Le film est sorti en 2013, mais il y a eu des petits problèmes de droit d'image et des choses comme ça. Il est ressorti au cinéma en 2016, c'est pour ça que je vous disais que c'était un peu un cas particulier. Et donc je suis retourné le voir bien évidemment à l'UGC en 2016. Le projet de Alexandro Jodorowsky, c'est un projet complètement fou qui, s'il avait été terminé, vous verrez bien pourquoi il n'a pas abouti dans le documentaire, mais s'il avait été terminé, je pense que ça aurait été une des œuvres les plus influentes du cinéma. Voilà, je n'ai pas peur de dire qu'elle aurait été même bien supérieure à Star Wars. C'est un peu Star Wars sous LSD. Plus les intervenants dans le film vous en parlent, plus ils vous expliquent ce qu'ils espéraient pouvoir faire avec ce film, plus vous vous dites, mais putain, mais c'est complètement dingue. Moi, au début, vraiment au début du film, j'étais hyper sceptique. Je me suis dit, ah, on en a parlé, mais tout le monde en fait des caisses. Et plus on vous le raconte, plus le film se construit sous vos yeux, plus vous vous dites que c'est une œuvre incroyable. Et ça va vous retourner le cerveau de vous dire merde putain elle va jamais exister. Et en même temps je ne sais plus quel youtubeur disait ça, également je crois dans un top 2016. C'est limite mieux que le film n'ait jamais au final été réalisé parce que ça nous permet vraiment de fantasmer et de chacun avoir notre appréciation du film. J'ai toujours adoré ce que faisait Jodorowsky en BD comme au cinéma. Je pense qu'on parlera évidemment de son œuvre dans mon émission Écran Noir. C'est un must, je pense que si vous vous intéressez au cinéma, il faut absolument voir Jodorowsky's Dune. Vous pouvez pas passer à côté, regardez-le et parlez-en autour de vous, il faut que tout le monde connaisse ce truc. On arrive sur la deuxième marche du podium. Une super surprise, je m'attendais pas du tout à ce que ça me plaise autant. C'est un film de science-fiction excellent. Premier contact. Alors en anglais le titre original c'est The Arrival. Le pitch est très simple, vous allez suivre le parcours d'une linguiste qui va être envoyée en première ligne une fois que des vaisseaux extraterrestres ont débarqué sur Terre. Tout le mystère va être de savoir qu'est-ce qu'ils veulent ces aliens, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils nous veulent du mal ou est-ce qu'ils nous veulent du bien. Ce qui est génial dans le film, c'est que quasiment dans la toute première partie, vous allez suivre en quasi temps réel, ou du moins dans une impression de temps réel, le parcours de cette héroïne, donc qui est la linguiste, qui va être envoyée pour essayer de communiquer avec les extraterrestres. Donc comme elle, vous allez découvrir petit à petit tout cet univers qui nous est complètement inconnu. Et donc ce qui est super, c'est qu'en même temps que le personnage, chez vous, vous allez ressentir cette montée de l'angoisse qui est très lente, très progressive, mais qui atteint vraiment des sommets dans les situations les plus stressantes. C'est un film qui parle de la communication, tout ce qui peut se dégager de génial ou de terrible dans la communication ou le manque de communication. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement de se faire comprendre des extraterrestres. Ce qui est important, c'est de réussir à comprendre les extraterrestres avant qu'une des nations dans le monde décide de les attaquer. Parce que eux justement, ils les auront pas compris. Donc c'est toute cette tension-là qui est hyper bien travaillée dans le film et qui s'étend également à la communication entre les pays. Donc tout l'enjeu pour l'héroïne qui est la linguiste va être de réussir à comprendre ce que veulent les aliens avant qu'une guerre totale et générale ne se déclenche. Je pense que Premier Contact, ça va devenir un classique de la science-fiction, même si au niveau de son pitch, vous voyez bien que ce n'est pas très original. Il le traite tellement bien, de manière tellement juste et bien vue, avec vraiment une réalisation particulièrement originale. Les films de Denis Villeneuve, donc, qui a fait le film par exemple Prisoners, que vous avez peut-être déjà vu, un thriller, il a vraiment une patte graphique qui est vraiment hyper personnelle et qui est très à lui, ce qui donne vraiment un super joli petit cachet en plus au film et qui le hisse du coup jusqu'à la deuxième place de mon podium. Premier Contact, ça claque vraiment, je vous invite donc vraiment à le regarder, surtout si vous êtes des grands fans de science-fiction comme moi je peux l'être. Et enfin donc le numéro 1, The Revenant. Le film donc qui a valu à Leonardo DiCaprio enfin un Oscar. C'est quand même un film de 2h45, moi qui m'a tenu de bout en bout. J'ai été assez surpris de voir que j'étais un des rares à le placer si haut dans mon classement et que ce film n'avait pas l'air d'avoir marqué beaucoup de monde cette année. Enfin en tout cas pas autant que je l'attendais. Un petit pitch donc pour résumer ce film à ceux qui n'en auraient étrangement pas entendu parler. C'est l'histoire de Leonardo DiCaprio qui interprète un chasseur de fourrure. Qui va tenter de survivre au milieu des conflits guerriers entre des colons américains et des indiens natifs. Bref, l'univers est très large. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment lui tente de survivre et trace sa route au milieu de tout ce contexte historique qui est vraiment très bien dépeint sans être parfaitement lourdement détaillé. C'est un film donc qui parle de survie et ce qui est génial, c'est que vous allez vraiment survivre avec Leonardo DiCaprio, vous allez avoir froid avec lui, vous allez avoir faim avec lui, vous allez souffrir avec lui, vous allez être au plus près de lui et de sa douleur, tout simplement aussi parce que la réalisation le met vraiment en avant. C'est Alejandro González Iñárritu, il fait ce qu'on appelle énormément de plans séquences, c'est des plans, donc pour ceux qui ne connaissent pas, des plans très longs dans lesquels vous ne coupez pas, ce qui donne une espèce d'impression de temps réel, et un côté hyper réaliste et au plus près du personnage.
Donc c'est comme si vous viviez voilà, en direct ce que le personnage vit, ce qui accentue vraiment tout le côté survie du personnage et qui permet à vous de vraiment ressentir parfaitement où en est Leonardo DiCaprio dans sa galère. Et en plus dans le film il y a l'acteur Tom Hardy qui est vraiment excellent aussi, qui a fait une super performance comme d'habitude. Donc gros bisous à eux, voilà, c'était un film qui m'a éclaté, je vous invite vraiment à le voir. Donc faut quand même se prendre sa soirée, hein, 2h45 c'est long, donc voilà, vous pouvez vous dire ok tranquille, je vais me poser, je vais regarder ce film. Alors ne regardez pas de bande-annonce, ne regardez pas d'image, n'essayez pas d'en entendre parler autrement parce que je vous ai raconté, parce que vous allez, je crois, beaucoup vous spoiler. Et le côté un peu surprise, étonnant, horrifique, c'est aussi ce qui fait tout le charme de ce film. Voilà, The Revenant c'est une pure merveille de réalisation et au niveau de ses thématiques, j'adore le côté survie et également au niveau de ses acteurs, donc carton plein, voilà, c'est ce qui lui permet de se hisser à la première place de mon podium. Je vous invite vraiment à le voir et je vous invite vraiment à voir tous les autres films dont j'ai pu vous parler aujourd'hui. Et bien voilà, j'espère que ce top vous a plu. Voilà, je m'engage envers vous en disant que c'est des œuvres qui claquent et même si éventuellement elles ne vous plaisent pas, en tout cas, elles vous permettront d'avoir un peu une réflexion intéressante sur le cinéma. Et ben moi je vous abandonne et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Oups.